Bonsoir à tous. L'ancien Premier ministre et sénateur, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Jean-Pierre Raffarin, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grossiard. Et merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer bien sûr la situation de la France, notre pays, en guerre contre le djihadisme, comme l'a dit Manuel Valls dans un discours vibrant et puissant ce mardi. Alors comment élever les discours et les actes, bien sûr, à la hauteur de la situation et de la mobilisation inouïe de l'attente des Français autour des valeurs de la République. Ces questions, nous les aborderons avec Perrine Tarnot et Nadège Puljac de l'agence France Presse, notre partenaire comme chaque semaine, avec Dailymotion pour ce rendez-vous de Preuve par Trois. Deux symboles d'abord, Monsieur Raffarin. La une de Charlie Hebdo, des survivants cette semaine. Mahomet, on le voit, ses larmes, son slogan « Je suis Charlie ». Et puis, ce titre « Tout est pardonné ». Comment est-ce que vous recevez ce dessin de Luz? Écoutez, d'abord comme un acte de courage. Je pense que faire ce journal, cette édition de ce journal dans ces circonstances, c'est déjà en soi quelque chose de respectable. De vouloir rester debout après ces assassinats multiples, je pense que c'est profondément respectable. Et puis, je trouve que c'est à la fois un message qui permet à Charlie Hebdo de rester lui-même, de ne pas baisser sa garde, de continuer sa ligne, mais en même temps, ce mot pardon, qui est d'une force incroyable et qui force le respect lui aussi. Donc, ça n'est en rien une provocation, donc on peut toujours chercher sur ce type de communication des critiques que peuvent faire naturellement les adversaires. Si on regarde l'histoire de Charlie Hebdo, les circonstances de ce drame, cette une est plutôt un acte de courage respectable qu'autre chose. Un acte de courage, tout est pardonné, a écrit Luz, au-dessus du prophète, on ne peut pas pardonner. Si vous voulez, bon, c'est très compliqué, pardonner qui, pardonner quoi. Il est clair que le pardon est une valeur supérieure, mais d'écrire ce mot, simplement de le nommer, c'est quelque chose de très très fort. Quand on est Charlie Hebdo. Et quand on est Charlie Hebdo, qu'on vient de vivre ce qu'on a vécu. Donc Charlie Hebdo continue à avoir cette dignité que les uns et les autres ont eu depuis ces événements. Bon, auparavant, c'était dans un contexte complètement différent. On pouvait discuter les positions politiques. Depuis le drame, on est dans un contexte nouveau. Il y a là une circonstance tragique qui fait qu'on a un autre regard, et le regard qu'on porte là, c'est de comment cette création a-t-elle pu venir dans des cœurs ensanglantés. Bien sûr, c'est respectable. Difficile entre douleur et larmes, on le sait. Un autre symbole fort de ce mardi, Jean-Pierre Raffarin, c'est la Marseillaise qui a été reprise par tous les sénateurs. Alors, ça a été un moment de communion inouï, qui ne s'était pas produit depuis l'armistice de 14-18, de 1918 au Sénat. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Comme une grande émotion, j'en ai encore quasiment les larmes aux yeux. Mais depuis dimanche, on vit des émotions très très fortes. On n'a jamais connu ça. Moi, dans ma vie politique, je n'ai jamais connu cette volonté d'être ensemble avec ce sentiment paradoxal d'une tristesse de la stratégie, de nos adversaires terroristes, donc de penser autant de stupidité, autant de monstruosité. Donc d'un seul coup, il y a cette tristesse qui envahit, puis de l'autre côté, une forme de fierté et presque un bonheur d'être ensemble. Et il est clair que les Français, sans doute, ont aussi exprimé ce besoin d'exprimer leur vivre ensemble, de dire on a besoin de se serrer les coudes, et finalement, sans doute que à la fois notre société, mais aussi peut-être notre débat politique, cloisonne trop, oppose trop. Finalement, les clivages, c'est peut-être quelque chose dont on a un peu marre aujourd'hui. On en reparlera, oui. Et finalement, être tous ensemble comme ça, dans ce Parlement, ici au Sénat, c'était presque un moment de bonheur. Oui.
Et quelle image est-ce que vous avez gardée? Une image qu'on n'aurait pas vue, hein, par exemple, devant les écrans de télévision dimanche, puisque vous étiez au milieu des dirigeants de la planète qui avaient été conviés à l'Élysée, vous donc comme ancien Premier ministre. Est-ce qu'il y a une image que vous avez... Je pense que les gens applaudissant des cars où il y a des personnalités, c'est assez étonnant. Parce qu'en général, les personnalités ont bloqué les gens qui ne pouvaient pas passer et on faisait passer les cars. En général, les gens auraient hurlé, il y aurait eu une agressivité. C'est comme quand vous voyez une voiture officielle qui passe à un feu rouge, il y a tout le monde qui klaxonne. Là, vous avez entendu les applaudissements. Là, les applaudissements. C'est-à-dire qu'à la fois le Premier ministre israélien est là, les autres, le Palestinien est à côté, et tout le monde applaudit. Jamais un mot agressif, pas un slogan politique. Le silence, Charlie ou la Marseillaise. Et donc, au fond, une forme de temps extraordinairement paisible. On est là, rassemblés par quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, vous l'avez dit, face à la succession de drames, il y a eu donc une succession, heureusement, d'événements encourageants. Et quelques jours après la marche républicaine que vous évoquez, par exemple, on s'aperçoit que le traité sur la tolérance de Voltaire devient un best-seller dans les librairies en France. Mais il y a aussi des signes inquiétants dans certains collèges et lycées, Jean-Pierre Raffarin, où des élèves qui sont nés, qui ont été élevés en France, ont manifesté, par exemple, l'autre jour, leur refus du deuil national. Est-ce que la République recule aujourd'hui dans l'école de la République? Je pense que dans l'école de la République, il y a un certain nombre d'îlots aujourd'hui, de forte résistance. Je ne sais si c'est à l'idée de République ou seulement à l'idée de France, d'ailleurs. On peut se poser la question s'il n'y a pas localisé dans un certain nombre de lieux de la société française... On va dire îlot plus que de résistance, de haine aussi. Oui, enfin, de sentiments anti-France. Je crois qu'il y a... Ça existe. J'ai été assez surpris de voir et d'entendre des enseignants, même dans des classes de 6e, qui notaient certaines attitudes, pas forcément des boycotts, mais certaines attitudes irrespectueuses vis-à-vis du drame. Et donc je pense qu'il est clair que c'est utile dans la société, finalement, que tous les Français aient eu le sentiment de crier leur horreur, parce que ça nous permet d'identifier les silences de ceux qui n'ont pas crié. Mais alors, il faut aller plus loin. Ça permet d'identifier. Est-ce qu'il faut aller plus loin, par exemple, identifier, est-ce qu'il faut, par exemple, un suivi de certains élèves et de leurs parents? Je pense qu'il est clair qu'il ne faut pas considérer ça comme des actes de légèreté. Et je pense qu'il faut être attentif à des comportements en dehors de ce qui peut apparaître comme potache. Et là, il faut faire confiance au savoir-faire, au professionnalisme des enseignants pour faire la différence, parce qu'il peut y avoir des attitudes potaches qui ne sont pas des attitudes... Oui. Et là, on parle de l'indifférence et même parfois de l'agressivité. De l'agressivité et de l'expression d'un sentiment vraiment anti-France. Des gens qui finissent par avoir une haine de la France. Et cette haine de la France, on ne peut pas la laisser se développer. Et on ne la découvre pas aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin, que lorsque vous étiez Premier ministre, il y avait déjà eu un rapport sur l'enseignement dans notre pays, avec certaines résistances à l'enseignement de certaines matières, comme l'histoire, par exemple. Donc on a trop tardé à réagir. Je pense qu'on atteint aujourd'hui des proportions dans la société qui sont des proportions menaçantes. Je pense qu'auparavant, on était dans une situation où on pouvait parler de cas marginaux. Aujourd'hui, nous sommes là dans une situation maintenant où le nombre de cas signalés, les incidents dans le système éducatif qui ont été signalés à l'occasion de la minute de silence sont trop nombreux pour qu'on considère ça comme de la marginalité. C'est un problème qu'il nous faut maintenant traiter. Peut-on parler de l'échec donc de l'intégration? Est-ce que vous partagez l'analyse de Nicolas Sarkozy pour qui l'immigration crée les difficultés de l'intégration comme le communautarisme? C'est vrai qu'il y a des difficultés de l'immigration, mais d'abord, ne parlons pas d'échec de l'intégration. Il y a des échecs, mais il y a aussi de très très belles réussites. N'oublions pas tous ceux qui sont dans le système éducatif réussis. Voyons les étudiants aujourd'hui à l'université, dans les grandes écoles, tous ceux qui sont issus d'immigration et qui sont là, il y a des très beaux succès. Donc je pense que tout ce qui est ou tout noir ou tout blanc est au fond une mauvaise vision des choses. Il y a des succès de l'intégration, mais il y a aussi de graves échecs. Et au fond, ce qui est assez grave, c'est qu'on n'a pas de filet de récupération de ceux qui ont subi un échec. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je pense On a par exemple, il y a certains de vos amis, par exemple François Baroin, Xavier Bertrand, qui disent qu'il faut rétablir un service national. Si c'est un service militaire, je pense que nos armées n'en sont plus là.
Un service national. Voilà, le service national, si c'est l'organisation d'un suivi, d'animation, de formation, un peu l'idée républicaine de ce qu'était le service militaire autrefois, mais sans la dimension militaire, qui est aujourd'hui une dimension technologique, professionnelle, et qui est tout à fait autre chose. Et on ne peut plus mettre des jeunes aujourd'hui dans des situations comme ils étaient il y a une vingtaine d'années. Les armées ont fait de tels progrès aujourd'hui que technologiquement, il nous faut des gens de plus en plus qualifiés, de plus en plus professionnels. Mais l'idée qu'on ait un service civil, qu'on ait une organisation, je crois, est une bonne idée. Tout le problème est le coût. Il faut bien voir la situation aujourd'hui financière de notre pays. Et donc là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait sans doute une sorte de commission nationale des priorités, que le président de la République réunisse un certain nombre de personnalités pour qu'on définisse nos priorités, notamment budgétaires. Parce qu'on ne peut pas mettre des moyens. Nos priorités. Je crois, par exemple, est-ce qu'on laisse la sécurité dans le champ des restrictions budgétaires? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va mettre 10 000 hommes de l'armée sur les territoires nationaux pour la sécurité et laisser les incertitudes que nous avons sur le budget 2015 de la défense nationale. On nous dit qu'on va avoir 2 milliards 200 millions de recettes exceptionnelles. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de janvier, au début de l'année 2015. Nous ne voyons pas le début de ces recettes exceptionnelles. Est-ce qu'il faut mettre fin à la baisse des effectifs dans l'armée française? Baisse qui est programmée année après année. Je pense que nous avons une loi de programmation militaire. C'est une loi qui exige un budget annuel de l'ordre de 31 milliards chaque année. Il faut assurer ce budget annuel. Donc tenons la loi de programmation militaire. Tenons notre ligne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque quelques milliards. Il faut vraiment les sortir à Bercy avec des initiatives budgétaires fortes. Cela veut dire qu'il nous faut faire un certain nombre de choix. Donc je pense que cette commission nationale des priorités devrait pouvoir dire que justement les choix budgétaires pour ce qui est de la sécurité et ce qui concerne les jeunes en difficulté devraient être prioritaires. Alors, je pense que la politique d'apprentissage, la politique d'alternance par exemple, doit d'une certaine manière aussi être associée à cela. Ça veut dire qu'il faut une enveloppe nationale qui soit une enveloppe, je dirais, post-Charlie, c'est-à-dire qui puisse nous permettre d'intégrer les actions nécessaires pour corriger les dysfonctionnements actuels. Encore une petite question avant d'évoquer avec Perrine Tarnaud le renforcement de l'arsenal antiterroriste. Un socialiste, Malek Bouti, prône la mise sous tutelle de certains quartiers de l'État. Il estime que les maires, par exemple, n'arrivent pas à faire face aujourd'hui. Et donc, Malek Bouti voudrait établir un ordre social et politique strict face au communautarisme et aux extrémismes religieux. Est-ce que vous partagez cette idée d'une mise sous tutelle de certains quartiers difficiles? Je ne vois pas vraiment ce que cela veut dire, parce qu'une mise sous tutelle, ça veut dire qu'on remplace les équipes municipales par des fonctionnaires, par des policiers. Ça veut dire qu'on augmente les budgets considérables. Donc, sur le principe. Donc, je pense que il faut sans doute aider les collectivités territoriales, mais ce sur quoi il faut se mobiliser, c'est la sécurité, l'éducation. C'est pas une question de mise sous tutelle des élus. Donnons-leur les moyens d'une politique éducative et d'une politique de sécurité. Pour ça, il faut une commission nationale des priorités et que ce soit fait de manière au-delà des clivages partisans. Je me souviens avec Jacques Chirac, quand nous avions fait la commission Stasi pour faire le texte à propos du voile à l'école, on avait engagé une démarche qui était multipartisane, qui était pluraliste, de manière à déboucher sur des consensus. On verra la suite. Donc, dans votre proposition, une commission nationale des priorités avec un consensus autour des grandes décisions. La recherche d'un consensus. On a compris que c'était votre disposition d'esprit depuis le début de cette émission. On va parler maintenant donc, de la réponse sécuritaire avec Perrine Tarnaud, mais d'abord donc avec Jérôme Rabier, ce qu'a annoncé Manuel Valls. Après l'émotion et le rassemblement, place à l'action législative pour répondre au terrorisme. Par la voix du Premier ministre, le gouvernement annonce une mobilisation générale. À une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Un texte pour renforcer les moyens des services de renseignement est déjà en préparation. Un fichier des déplacements aériens européens doit être créé et un nouveau fichier de délinquants doit aussi voir le jour. Il obligera les personnes condamnées à des faits de terrorisme ou ayant intégré des groupes de combat terroristes
à déclarer leur domicile et à se soumettre à des obligations de contrôle. Des mesures qui répondent en partie aux demandes de l'UMP, même si certains voudraient aller plus loin. Si nous devions, pour un moment, restreindre les libertés publiques et la liberté individuelle de quelques-uns, alors il faudra le faire. Que faisons-nous pour neutraliser les milliers de Français partis faire le djihad si par malheur ils reviennent? La solution, la seule, c'est le placement en centres spéciaux de détention ou en prison. En un mot, l'enfermement des fous dangereux pour garantir la sécurité des Français. Des prémices d'un Patriot Act à la française, du nom des textes mis en place aux États-Unis après le 11 septembre 2001 et qui permettent la surveillance sans contrôle judiciaire. Mais d'autres voix se font entendre, comme celle de Robert Badinter ou du défenseur des droits Jacques Toubon. Il est clair que si on envisageait une législation de ce type, du type Patriot Act, je serais amené en tant que défenseur des droits à dire très clairement que un certain nombre de droits fondamentaux sont touchés. Nous avons probablement aujourd'hui un certain nombre de mesures à prendre qui ne relèvent pas d'une nouvelle loi. Si les parlementaires sont pleinement engagés dans l'après en janvier, c'est aussi, ils l'ont tous rappelé, par l'éducation, la transmission de valeurs et de principes, que le combat contre le terrorisme pourra être gagné. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Vos questions donc sur ce dossier crucial, le renforcement des mesures de sécurité. Oui. Question à Jean-Pierre Raffarin. On a entendu Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il veut aller vite, il veut frapper fort. Il a raison. Bien sûr, je pense qu'il est important d'agir, de voir en quoi notre système a connu des failles et essayer de les corriger. Je pense que sur le renseignement, je pense que sur un certain nombre de sujets, sur la situation pénitentiaire, sur les sujets qui ont été évoqués, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Jusqu'à un Patriot Act à la française, comme certains à l'UMP le réclament. Oui, mais bon, tout ça, il faut faire très attention, parce que c'est un peu l'écume des choses. Je vois les subtilités sémantiques, des mesures exceptionnelles, mais pas d'exception. Des lois exceptionnelles. Mais bon, donc faisons attention. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse vraiment se poser un certain nombre de questions sur l'isolement en prison des dangereux djihadistes. Donc qu'on ait des attitudes... Ça, vous êtes d'accord? Bien sûr. Que le fait qu'on puisse suivre ceux qui reviennent de camps d'entraînement... Suivre simplement, sur ou les mettre en prison? Ça, tout dépend. Tout dépend. Là, je pense qu'il faut des règles de droit. Ce sont des règles de droit. Mais aller jusqu'à la déchéance de nationalité? La déchéance de nationalité, si les gens sont dangereux, s'ils ont commis des actes. Vous savez, en droit, c'est le passage à l'acte qui est... donc on peut faire du préventif, mais il faut le faire selon un certain nombre de respects de droit. Donc ce que dit Jacques Toubon est très important. Le pays des libertés doit aussi être un pays d'état de droit. Donc il ne faut pas toucher à nos droits individuels, à nos libertés individuelles. Il faudra toucher à un certain nombre de droits. Donc il faut qu'on soit tous prêts à voir certaines de nos libertés être restreintes? Je pense que sur Internet, sur un certain nombre de sujets, il faudra s'attendre en effet à ce qu'il y ait un certain nombre de contraintes. Je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on pourra avoir des contraintes les uns ou les autres. Peut-être que vous, journalistes, vous serez obligé aussi d'avoir des contraintes pour ne pas forcément dévoiler l'identité d'un fuyard quand il est recherché par la police. Vous pensez à la protection des sources des journalistes? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses dont il faudra parler. Moi, je pense que ces sujets-là, ils doivent être évoqués de manière consensuelle dans le pays. Ça sera plus difficile, le consensus sur ces sujets-là. On le voit déjà aujourd'hui. C'est là-dessus que l'Union nationale s'effrite un peu. Déjà. Non, moi, je ne crois pas que l'Union s'effrite. C'est pas parce que, justement, le débat on a des questions qu'il faut ajuster, mais c'est à nous, responsables, de ne pas faire de ces difficultés des polémiques et au contraire d'essayer de voir comment on peut agir de manière claire et donc d'essayer de voir... Mais on voit déjà, Jean-Pierre Raffarin, que quand même le débat reprend entre ceux qui prônent le tout sécuritaire, le tout carcéral et puis ceux qui donnent la priorité à un discours plus culturel sur l'éducation, la prévention. Non mais là, vous voyez, vous êtes dans une attitude d'avant. Je pense que maintenant... Et donc l'attitude post-11 janvier, ça va être quoi alors? Je pense qu'il faut regarder ce qui peut être acceptable et fort pour le pays. Moi, je ne veux pas entrer dans une guerre droite-gauche sur les questions de sécurité. Donc je veux qu'on discute. Moi, j'ai mes propres convictions. Je veux entendre les convictions des autres. Donc je crois qu'il faut arrêter les postures idéologiques. Justement, il ne s'agit pas de dire on va être comme les Américains. Non, on est français. Il nous faut une attitude à la française, c'est-à-dire mettre le curseur entre sécurité et liberté, qui sont
qui soit compatible avec la tradition de la France. Mais il est clair qu'il ne faut pas être naïf, et donc il y a des gens qui sont dangereux. Ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais ce débat, il vient déjà d'avoir lieu au Parlement, puisque vous venez d'adopter la loi Cazeneuve de novembre 2014. Elle est déjà caduque, cette loi Cazeneuve? Non, elle n'est pas caduque, mais elle doit être prolongée. Certains décrets ne sont pas encore publiés. Oui, je vois que le gouvernement accélère les décrets. Mais par exemple, nous avons fait, vous savez qu'il existe une délégation parlementaire du renseignement. Monsieur Urvoas a fait un rapport dans ce cadre-là, où il y a beaucoup de propositions pour réformer notre système d'information. Je pense qu'il y a un certain nombre de décisions qui aujourd'hui doivent être prises sur les fichiers en ce qui concerne les transports aériens au niveau européen, sur le code de Schengen. On a un certain nombre de choses qui doivent être aujourd'hui engagées. Donc, il y a des situations qui sont bloquées au niveau européen, justement, avec des pays qui refusent d'échanger des informations, d'autres qui s'inquiètent des atteintes à la liberté de circulation. Est-ce que vous pensez que les attentats de la semaine dernière en France vont faire bouger les lignes au niveau européen? Je pense qu'elles bougent en France. Quand vous voyez les Français. Est-ce que dans le bus de dimanche, il y a déjà eu des échanges, peut-être, avec des dirigeants européens? On était très mêlés, il y avait des gens de tous les continents, donc l'expression européenne n'était pas groupée. Mais c'était vraiment une expression mondiale dimanche. Mais au niveau européen, vous pensez que ça va faire bouger les choses? Je pense que ça fait bouger les choses. Je pense que les Français eux-mêmes sont en train de bouger, et je pense que les Allemands sont en train de bouger, et on voit bien qu'il faut trouver une ligne qui soit une ligne de droit, mais qui soit une ligne responsable et pas naïve. Alors l'un des clivages importants, vous allez dire peut-être que c'était avant l'esprit du 11 janvier, c'était notamment Schengen, vous l'avez évoqué, hein, et là il y a un clivage assez net entre, on va dire, la droite et la gauche. Et comment faire évoluer selon vous Schengen? Non. Et y a-t-il une part de responsabilité de Schengen dans la navigation et comme cela des djihadistes entre les pays? On ne peut pas dire que Schengen soit directement un sujet lié à ce qui s'est passé le 11 janvier, mais pour les attentats, parce que ce sont des Français qui ont agi. Et donc là, nous sommes dans une situation qui est différente. Mais naturellement, la question de l'immigration se pose également et elle nous pose un certain nombre de sujets. On voit bien, par exemple, que c'est par un certain nombre de flux migratoires que les gens du djihad reviennent mêlés à un certain nombre d'immigrés clandestins. Donc on voit bien que là, il y a des réseaux et que l'immigration est concernée. Mais il ne faut pas faire de l'immigration la condition ou la source du terrorisme. L'immigration est un facteur de complexité, un facteur qu'il nous faut mieux maîtriser. Et c'est clair qu'on voit bien que les djihadistes qui rentrent en France, c'est pas hasard, ils rentrent par les mêmes portes. On connaît les portes par lesquelles ils rentrent. Ce sont les portes où il y a des trous dans la raquette, dit-on. Et donc, c'est-à-dire là où Schengen ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, il est clair que Schengen doit être amélioré. Mais vous voyez, il faut être tout à fait tempéré parce que nous avons des menaces avec des individus qui sont français. Voilà. Et donc la question là n'est pas une question d'immigration, mais ce sont des Français djihadistes qu'il nous faut maîtriser. Alors quelques questions maintenant sur les opérations extérieures de la France, puisque vous êtes, on le rappelle, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Déjà sur l'Irak, l'intervention militaire française a été reconduite ce soir par le Parlement français. Est-ce qu'on fera l'économie d'une intervention au sol de nos troupes ? Je pense que la France doit faire l'économie de cette intervention. J'ai été le Premier ministre de Jacques Chirac qui avait souhaité la non-intervention et je ne regrette pas cette décision. Je pense qu'il faudra une intervention à un moment ou à un autre. Alors qui la mènera ? Ça, c'est une question aujourd'hui qui est très difficile. Il y a un certain nombre d'hypothèses, mais en tout cas, ce n'est pas le rôle de la France. Et je trouve que, notamment avec nos amis européens, mais pas seulement, la France fait sa part, et plus que sa part, pour la défense des libertés et la lutte contre le terrorisme. Donc les interventions se disent peut-être qu'elle en fait trop, elle en fait trop si loin de ce qui se passe aujourd'hui sur le sol national. Je pense que nous sommes directement concernés par ce qui se passe. Et il faut aller attaquer. Nous sommes en guerre contre le terrorisme et il faut à la fois avoir une action intérieure et l'action extérieure. Et l'action extérieure, il faut aller là où l'ennemi est concentré. L'ennemi est
concentrés aujourd'hui en Irak, dans la zone subsaharienne qui est donc concernée par nos opérations. Et donc là, nous avons à intervenir. Je pense qu'il faut intervenir. La grande question, de mon point de vue sur cette intervention, c'est la durabilité, donc la question budgétaire du budget de la défense. Vous savez que le Sénat a refusé le vote parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le financement de la loi de programmation militaire n'est pas assuré, n'est pas certain. Et donc là, on a une vraie question. Parce qu'on demande de plus en plus d'interventions avec de moins en moins de budget. Obtenir des garanties du gouvernement. Je pense qu'il y a une idée qui est très importante. Nicolas Sarkozy l'a développée dès dimanche soir ou dès lundi matin. Je pense qu'elle est très importante. C'est l'idée que la sécurité soit hors du périmètre des restrictions budgétaires. Très bien, ça vous partagez cette revendication-là. C'est un point très important, d'une manière générale d'ailleurs. Avec Bruxelles, il faudrait qu'on puisse un jour discuter, est-ce qu'on ne peut pas mettre une part de nos crédits défense, qui sont des crédits en fait au service de l'Union européenne et de nos valeurs, de les mettre en dehors d'un certain nombre de critères, puisque là c'est un travail que nous faisons de la France pour les autres. Et donc là, je pense qu'on devrait admettre une situation spécifique pour ces lignes budgétaires. Et est-ce qu'on va pouvoir contourner une intervention également en Libye, qui devient un sanctuaire de djihadistes? Il y a plusieurs pays du Sahel qui appellent à une intervention en Libye. Je pense que c'est très préoccupant et je crois qu'on aura du mal à ne pas intervenir. Ce sera quelque chose de très difficile, nous verrons, mais les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui font que la France sera appelée à un moment ou à un autre. Et la France encore, mais alors toujours dans le cadre d'une coalition? Je ne sais pas comment les choses se présenteront. Je pense que pour le moment, la position qui est prise par les autorités françaises est sage, c'est-à-dire qu'elle est prudente, mais je pense qu'il faut, hélas, qu'on prévoit un jour sans doute d'être concerné par une intervention. C'est-à-dire quand? Quel terme? Je ne peux pas vous le dire et je ne le souhaite pas. Donc je suis naturellement là-dessus. Pour vous, c'est inévitable? Non, c'est pas inévitable, mais c'est quand même très probable. C'est probable. C'est quand même très probable, à la fois par notre histoire sur ce dossier, à la fois par notre présence, notamment. Donc je pense que nous sommes très, très concernés par ce qui se passe. D'autres pays sont très concernés, je pense à l'Égypte et quelques autres. Donc il y aura sans doute des discussions, mais je pense qu'il sera difficile que la France ne soit pas appelée. Comment la France répondra, nous le verrons. Et Nicolas Sarkozy s'est ému lundi matin lorsqu'il est intervenu à la radio du fait que la coopération entre les services de renseignement français et marocains soit coupée. Est-ce que vous aussi vous êtes préoccupé par ces relations diplomatiques difficiles entre la France et le Maroc? Oui, je pense que c'est un sujet important. On interrogera d'ailleurs le gouvernement sur ce sujet aux prochaines questions d'actualité au Sénat jeudi. C'est un sujet important. On ne peut pas être en lutte contre le terrorisme sans avoir des discussions approfondies, des échanges et d'une coopération avec les pays qui sont notamment particulièrement concernés dans cette région. Donc c'est vrai de l'Algérie, c'est vrai du Maroc, c'est vrai de la Tunisie, c'est vrai de la Libye, c'est vrai de toute la zone méditerranéenne et d'autres. Mais j'ai de l'expérience, notamment à propos d'otages pendant les difficultés de la période irakienne où Jacques Chirac avait combattu les États-Unis férocement pour ne pas intervenir et convaincre un certain nombre, y compris des voisins des États-Unis comme le Mexique ou le Canada, de ne pas intervenir en Irak, ce que les Américains nous avaient beaucoup reproché. Malgré ces reproches, malgré ces désaccords, les services de renseignement américains nous donnaient des informations et nous ont permis quelquefois de sauver nos propres otages. Donc il est possible d'avoir des accords politiques, des désaccords politiques, mais en même temps d'avoir sur les questions de sécurité des coopérations. Je pense qu'il faut trouver les accords nécessaires de coopération avec les pays qui sont concernés. Ouais. Vous dites que l'Europe, qui juge nos déficits budgétaires, devrait tenir compte de nos dépenses militaires. Mais est-ce que l'Europe devrait aider la France financièrement, nos voisins qui ne participent pas sur le terrain? C'est ce que souhaite Manuel Valls. C'est ce qu'a réclamé Manuel Valls. Oui, bon, moi je préférerais qu'ils interviennent. Je suis
très attaché à notre indépendance nationale et l'idée de recevoir des subventions pour la défense, c'est une idée dont il faudrait discuter. Moi, je pense que l'indépendance nationale, à partir du moment... Pas tout à fait d'accord avec l'appel du Premier ministre. Là, sur ce sujet, il faut qu'on en discute. Mais vous voyez, l'État, d'esprit, c'est ne pas de combattre, c'est d'essayer d'échanger. Très bien. Donc, je pense que l'indépendance nationale est très importante. Et donc, ce que je voudrais, c'est quand on a une intervention importante comme celle, par exemple, que nous faisons aujourd'hui en Afrique, que les Allemands, qu'un certain nombre de partenaires puissent s'engager librement dans leur indépendance nationale, mais collectivement, tous ensemble. Et chacun respectant l'indépendance de l'autre. C'est clair. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Nadège Puljac, de l'agence France-Presse arrive. Maintenant, Jean-Pierre Raffarin, vous allez pouvoir exprimer votre jugement sur la façon avec laquelle l'exécutif gère cette crise et donc cette guerre depuis la semaine dernière. Une approbation, il faut le dire tout de suite, sur tous les rangs politiques. Marie Brémaud. C'est l'image du jour. François Hollande aux côtés des policiers pour rendre hommage aux forces de l'ordre tombées pour défendre le pays. Ce sont les mots du jour, ceux du père à une nation meurtrie. L'unité, celle que nous avons montrée, qui est notre arme la plus solide, qui est notre force, ce rassemblement, ce que les Français sont capables de faire quand l'essentiel est en cause. Depuis une semaine, chaque jour, François Hollande incarne tour à tour le chef de guerre, le père réconfortant, l'homme d'État, le président au-dessus des partis. Un sans faute salué par la classe politique française, y compris à droite. Moment rare dans l'hémicycle, un centriste fait applaudir par l'ensemble des députés le chef d'État et son gouvernement. Nous tenons à saluer l'attitude du président de la République, votre attitude, celle du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble du gouvernement face à ces attentats. Moi, je rends hommage à François Hollande qui a pu mobiliser et tous les Français sont derrière lui comme chef d'État et comme chef de la nation dans cette tragédie que le monde entier vit dans sa chair. Celui qu'on raillait hier encore, affublé de surnoms tels que Flamby, incarne désormais l'unité, le rassemblement du peuple. Manifestement, François Hollande fait partie de ces gens qui se révèlent en circonstances de crise extrême. C'était aussi le cas de Jacques Chirac avant lui. Jacques Chirac était quelqu'un qui avait une communication assez maladroite, assez raide, assez gauche, sauf dans les situations de crise extrême comme la guerre en Irak, où là, il se révélait être à la hauteur de la fonction présidentielle. Et c'est le cas pour François Hollande. C'est la première fois depuis qu'il est président de la République qu'il y a unanimité sur le fait qu'il ait été à la hauteur dans le fait d'exercer et d'habiter la fonction. Les Français le regardent différemment. Désormais, reste à savoir si c'est passager ou si cela durera jusqu'à la fin du quinquennat. Voilà, et 80% des Français saluent l'action de l'exécutif selon un sondage Harris Interactive pour nos amis et confrères de LCP Assemblée nationale. Bonsoir, Nadège Puljac. Bonsoir, Monsieur Raffarin. Alors, est-ce que le président François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls ont fait ce qu'ils devaient faire? Bien sûr. Je pense qu'ils ont été, dans ces circonstances, dans une posture qui était celle que le pays attendait. Et donc, dans une posture, ils ont été aussi à la hauteur de l'événement? Ils ont été à la hauteur de l'événement. Mais, si vous voulez, ils ont enclenché ce phénomène d'unité nationale, politique, par des signaux, mais aussi par l'expression d'une volonté populaire, parce que la force, elle vient du peuple dans ce grand oui, on l'a vu message. Dimanche. Voilà, c'était l'attente. Quand dimanche, on circulait, mais il y avait Hollande et Sarkozy, il y avait des gens au balcon partout, il n'y en a pas un qui disait « Vive Sarkozy » ou « Abat Sarkozy », « Vive Hollande » ou « Abat Hollande ». D'habitude, on entend toujours au moins un petit malin qui, dans la foule, crie quelque chose avec plus ou moins d'humour, en faveur ou en défaveur. Là, rien du tout, le silence, les uns et les autres avançaient sans qu'on entende quelques mots et quelques agressivités que ce soit. Vous déniez tout mérite à l'exécutif ou vous dites que... Non, finalement, ce soutien est naturel dans ce climat d'union. Non, je dis qu'ils ont bien géré la situation, que ce qui est très important aujourd'hui, c'est quand même la volonté populaire d'union nationale, qu'ils l'ont bien compris, que nous aussi nous l'avons compris, que nous aussi nous avons écouté, que Nicolas Sarkozy, que les uns et les autres, tout le monde a bien compris l'exigence d'union nationale, l'exigence d'unité. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, tout va dépendre de ce que nous en faisons.
de ce patrimoine. Alors, On a créé un trésor, ce trésor, il est partagé par tous. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le président de la République, en premier, c'est à lui de gérer ce capital-là. D'une certaine manière, nous lui donnons notre confiance dans cette situation. Qu'est-ce qu'il va en faire? Quelles sont les initiatives qu'il va prendre? Est-ce qu'il va changer les lignes politiques traditionnelles? Est-ce qu'il va considérer qu'il y a un après 11 janvier? Est-ce qu'il va inventer des formes nouvelles d'action politique? Est-ce qu'il va bouleverser un peu ses habitudes et celles de ses amis, celles de son parti? C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Oui, mais on peut vous poser les mêmes questions, monsieur Raffarin, pour vous aussi. Sauf que lui est au pouvoir. Donc c'est lui qui doit prendre un certain nombre d'initiatives. Non, moi je pense que nous avons aussi notre travail à le faire. J'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui voient dans mon attitude cette volonté sincère d'avoir une attitude nouvelle, essayer de nous mettre à la hauteur de la grandeur du peuple. Qu'est-ce que vous voulez ne plus voir? Le sectarisme politique, c'est-à-dire les attaques systématiques sur l'action du gouvernement précédent, c'est-à-dire l'incapacité de passer du temps ensemble. Mais encore une fois, vous ne voulez pas qu'on critique le gouvernement précédent, mais vous-même, vous critiquez ce gouvernement. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez mettre vos différences en sourdine et pour combien de temps? Alors, je pense qu'il faut essayer de dégager des actions communes. Ça ne veut pas dire que les différences n'existent pas. L'opposition est toujours l'opposition. L'opposition est toujours l'opposition. Mais ce qui nous est reproché souvent par l'opinion publique, c'est la stérilité de nos débats. C'est la stérilité de nos différences. C'est notre impuissance à l'action. C'est ça qui nous est reproché. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on peut garder des différences, mais qu'on a un devoir d'action. Aujourd'hui, on a un devoir de trouver les mesures qui vont protéger les Français. Et donc ce qui compte, ce n'est pas de dire « regardez ce qu'ils font, c'est mal, et quand nous on sera au pouvoir, ce sera mieux », c'est d'ensemble de travailler à ce qu'il y ait des mesures qui protègent les Français. Les Français, ils ont exprimé cette forme de message un peu sacré d'unité nationale. Maintenant, ce trésor-là, il est dans les mains du président. Que va en faire le président? Et s'il fait de ce capital-là un investissement dans l'action, nous serons à ses côtés. Moi, je militerai pour que nous soyons à ses côtés. Si tout ça est fait pour qu'on puisse agir dans ce que nous demandent les Français, c'est-à-dire de la fermeté pour la liberté. Et d'autres sujets encore? L'économie, pourquoi pas? Alors, concrètement, ça va se traduire par quoi? Alors, si on élargit, alors la loi Macron, alors qu'est-ce qu'on fait avec la loi Macron? Je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut que le président trouve les circonstances pour que notre débat politique s'exprime d'une nouvelle manière. Par exemple, sur les territoires, la concertation a été très superficielle. Il y a beaucoup d'improvisation. Non, on va pas. J'imagine que non, on ne va pas recommencer cela. Mais il y a un certain nombre de sujets d'avenir. Sur la loi Macron, il y a des discussions qui peuvent être faites. Nous, sur la loi Macron, la seule chose que nous disons, c'est qu'il faut aujourd'hui faire beaucoup plus pour les PME. Aujourd'hui, l'emploi s'effondre dans notre pays. Et donc, il faut mener des actions importantes. On n'a pas touché au sujet qui fâche, par exemple, le niveau des seuils. Aujourd'hui, il faut doubler, de mon point de vue, les seuils. Les seuils sociaux. Les seuils sociaux, les seuils fiscaux, les obligations sociales sur les entreprises. Les seuils administratifs. Il y a beaucoup de seuils dans la vie des entreprises. Il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de besoins de simplification. On nous avait promis un choc de simplification, nous ne l'avons pas. Donc ces sujets-là, je pense qu'il faut les traiter tous ensemble. Ce qui me paraît être aujourd'hui la responsabilité du président de la République, c'est que sur ces débats-là, où il continue en disant « je travaille avec le Parti socialiste, avec mes parlementaires et mon gouvernement, je propose un texte et je fais voter mes députés, même s'ils sont frondeurs, je les oblige à voter et on fait un match droite-gauche et comme j'ai la majorité à l'Assemblée, je finis par passer », ou alors je cherche à faire en sorte que le débat soit fertile. Les Français veulent de la fertilité politique et non pas de l'impuissance. Ils veulent de l'union nationale. Ils veulent de l'action. Fermeté, fertilité. Ouais, voilà, c'est de la fermeté pour la liberté, de la fermeté pour l'action. C'est-à-dire, ils veulent qu'on agisse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sentiment, c'est un sentiment d'impuissance. Pourquoi sur ces questions de terrorisme et de situation de guerre, nous avons une relation avec l'opinion qui peut paraître meilleure pour l'exécutif? C'est parce que nous sommes sur un terrain où l'action politique a des moyens. Parce que là, vous êtes dans le régalien, là, vous êtes en fonction de décisions que vous pouvez prendre. Les gendarmes, les policiers et les militaires.
quand vous êtes dans l'économie, il faut travailler avec les entreprises. C'est plus compliqué d'une certaine manière. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, ce que demande le pays, c'est que le politique soit acteur d'un certain nombre de changements, soit engagé dans l'action plus que dans les débats stériles. Donc, si on comprend bien ce que vous nous dites, à partir de maintenant, il va y avoir une nouvelle donne dans le pays entre majorité et opposition. Moi, je pense que c'est le défi qui est posé à François Hollande. Toute sa popularité nouvelle. C'est pas qu'à lui, parce que vous le dites depuis tout à l'heure, mais à vous aussi, c'est un défi qui est posé à vous aussi. Vous n'êtes pas au pouvoir. Mais à vous. Mais ça c'est très important. Parce que le Conseil des ministres qui décide d'un texte, qui l'adopte, c'est le Conseil des ministres qui l'adopte. Nous ne sommes pas au Conseil des ministres. Est-ce que vous êtes prêt à remplacer une partie de sa majorité turbulente dans ce cas-là? Ça dépend d'un certain nombre de textes. Moi, je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter à voter des textes qui vont dans la bonne direction quand on estime qu'ils vont dans la bonne direction. C'est au président de la République de faire en sorte que les textes soient préparés, soient plus ouverts. Si nous revenons dans un débat droite-gauche traditionnel, ce sera un échec de François Hollande. C'est lui qui aujourd'hui a la responsabilité. C'est lui qui profite d'une certaine manière, et je ne lui reproche pas au fond d'une posture régalienne qui est forte. Il est en train de recevoir de la part des autres formations politiques, mais aussi du pays, une sorte de trésor de consensus national ou d'unité nationale. Ce trésor est dans ses mains. Ça se traduit à court terme par des points dans les sondages, mais à moyen terme, ça ne sera validé, ça ne sera exprimé que si ça débouche sur de l'action. Et je peux vous dire que le risque pour le président, c'est que s'il n'y a pas action, qu'il y a déception et qu'après, il verra que ce serait très difficile. Et je pense que l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur du pays, c'est que les Français ne soient pas déçus par le monde politique après ce qui vient de se passer. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que ce n'est pas à nous de prendre le mistigris de la division. Et donc en ce qui concerne l'opposition, et vous avez vu Nicolas Sarkozy, je pense que dans son intervention lundi matin, il n'y avait aucune faute sur ce terrain-là. Et est-ce que c'est difficile dans un moment pareil d'être dans l'opposition? Non, parce qu'enfin, ce qui est difficile, c'est de faire face à des réalités tragiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas dans la situation où je me dis est-ce que c'est bon pour nous, pas bon pour nous. Je me dis comment on peut créer dans le pays une forme d'état d'esprit qui fait que le retour à des événements comme ceux que nous avons connus la semaine dernière soit impossible. Parce que là, vous nous avez quand même décrit un monde un petit peu idéal où majorité et puis opposition marchent main dans la main. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la preuve, c'est qu'en 2017, vous voulez le pouvoir. Vous n'allez pas le partager avec les socialistes. Vous le voulez pour vous. Et pour l'avoir pour vous, il faut bien que vous vous placiez comme opposition. Il faut bien que vous fassiez votre travail d'opposition aussi. Réfléchissez bien. C'est vous qui souffrirez les premiers. Parce que si on supprime un peu opposition-majorité, c'est les médias qui sont bien embêtés, parce que c'est les médias qui ont besoin de l'un et de l'autre, qui systématiquement... Pas que les médias. Moi, je peux vous dire... Qu'est-ce que vous nous racontez? La démocratie a besoin de respiration. En grande partie, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas supprimer les différences, mais il ne faut pas faire des différences de la stérilité, il ne faut pas faire des différences de l'impuissance, il ne faut pas que le jeu politique consiste à empêcher l'autre d'agir. Les différences, ça doit nourrir une action. C'est toute la difficulté de la situation de M. Hollande aujourd'hui. C'est quelque chose de difficile, mais c'est à lui de faire en sorte que les différences soient positives et se transforment en action. Concrètement, vous ne voulez pas qu'on retoque tous vos amendements, comme ça s'est passé d'ailleurs pour la loi sur le terrorisme? Oui, mais je pense que ce que je voudrais, c'est la dernière loi sur la sécurité dont les décrets d'application n'ont toujours pas été pris. Je pense que c'est un certain nombre de choses comme ça. Ouais. C'est qu'il faut qu'on puisse tenir compte des uns et des autres. Est-ce que vous pensez par exemple que Ségolène Royal fait un pas peut-être dans votre direction ou dans le bon sens quand elle dit aujourd'hui qu'il est nécessaire de construire de nouveaux réacteurs nucléaires en France, alors qu'elle a fait voter un texte de transition énergétique, on le sait, que va d'ailleurs bientôt examiner le Sénat, qui vise à réduire la part du nucléaire? Eh bien, ça surprendra, mais j'approuve Ségolène Royal. Vous approuvez Ségolène Royal? Et donc, non, mais c'est clair qu'il y a un certain nombre d'options comme ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait... Vous avez raison, il y a vraiment du changement. Mais je crois qu'il faut intégrer ça. Mais
Je dis ça, je ne suis candidat à rien, je ne veux pas être... donc je suis désintéressé dans la vie politique, je suis mon mandat de sénateur et je suis passionné par la commission de politique étrangère, mais je peux vous dire que si on ne comprend pas que nous devons changer nos attitudes, on va vers des risques politiques majeurs. Très bien, on a compris votre message. Merci une fois de plus, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir été avec nous en ce mardi. Bonsoir à tous, à très vite.